La méditation, le yoga, le journaling, on entend parler de ça partout. Le monde du bien-être et du développement personnel nous fait une promesse, celle d'un esprit plus apaisé, d'un corps plus sain. C'est vrai que c'est une promesse assez séduisante, surtout en ce moment. Alors on va creuser un peu pour comprendre ce qui se cache vraiment derrière cette quête de la meilleure version de soi-même. C'est un fait, face au stress du quotidien, beaucoup de gens se tournent vers ces pratiques pour trouver une sorte de refuge, tenir un journal pour y voir plus clair dans ses pensées, méditer pour essayer de gérer l'anxiété. Ces outils sont devenus des réflexes pour des millions de personnes qui cherchent, tout simplement, à reprendre un peu le contrôle dans un monde qui file à toute vitesse. Et c'est là que les choses se compliquent un peu. Quand on voit passer sur les réseaux sociaux des publications qui suggèrent que, je cite, 90% des problèmes peuvent être réglés par de l'eau citronnée et du pilates, on est en droit de se poser la question: est-ce que ces solutions purement individuelles sont vraiment à la hauteur des problèmes collectifs, des problèmes systémiques auxquels on fait face? Pour bien saisir l'enjeu, il faut d'abord prendre la mesure du phénomène. Le bien-être, ce n'est pas juste une petite tendance passagère, non, c'est une industrie absolument colossale. Voilà le chiffre. C'est le chiffre d'affaires annuel du marché mondial du bien-être. 4 400 milliards de dollars. C'est un secteur en pleine expansion, qui est porté par cette quête assez universelle d'une vie meilleure, plus saine, plus heureuse. C'est tout simplement une force économique massive. Ce tableau, il met en lumière un décalage assez frappant, je trouve. D'un côté, on a des problèmes qui sont structurels, qui sont profonds, le burn-out, la précarité. De l'autre, on nous propose des réponses qui se concentrent uniquement sur l'individu, faire des exercices de respiration, acheter des cristaux qui sont censés attirer la richesse. En fait, toute l'attention est détournée des causes réelles pour se focaliser sur des solutions personnelles. Et ce décalage, il n'est pas anodin, il ne sort pas de nulle part. C'est le symptôme d'une idéologie bien plus profonde, qui a vraiment façonné notre société ces dernières décennies. Le concept clé ici, c'est celui d'hyper-responsabilisation. C'est une idée qui a vraiment pris de l'ampleur avec les politiques néolibérales des 40 dernières années, qui ont mis en avant l'individu entrepreneur. L'idée s'est installée que si on n'est pas heureux ou si on échoue, c'est notre faute. Les problèmes collectifs comme les inégalités sont alors vus non plus comme des failles du système, mais comme des échecs personnels à surmonter. Et cette citation de la journaliste Camille Test, elle illustre ça à la perfection. Elle explique très bien comment la responsabilité du bien-être a glissé du collectif vers l'individu. Le bonheur n'est plus vu comme le résultat de conditions sociales qui seraient favorables, mais plutôt comme une compétence personnelle qu'il faudrait développer. Voyons maintenant comment cette idéologie s'incarne très concrètement dans des pratiques que tout le monde connaît. Prenons le yoga, par exemple. À l'origine, son histoire, c'est celle d'une discipline ancestrale pratiquée dans l'Inde pré-moderne par des ascètes qui menaient une vie très rude, très dépouillée, bien loin des préoccupations matérielles. Aujourd'hui, l'expérience est souvent bien différente. Zineb Farasi décrit ici une réalité qui parlera sans doute à beaucoup. Des studios de yoga très chics, des tenues de marque, une atmosphère intimidante qui, au final, peut exclure. La pratique spirituelle est devenue un produit de consommation et même un marqueur de statut social. Autre exemple, un phénomène qu'on voit partout sur les réseaux sociaux, la manifestation, cette idée qu'on pourrait attirer à soi la vie de ses rêves simplement par la force de la pensée positive. Le concept est assez simple. Visualisez ce que vous voulez et l'univers vous l'apportera. On voit des coachs en ligne expliquer comment scripter sa vie future dans un carnet en décrivant avec un maximum de détails la carrière, les relations et la richesse qu'on désire. Mais évidemment, cette promesse a un prix. Derrière les conseils qu'on trouve gratuitement sur TikTok se cache un marché extrêmement lucratif. Certaines papesses de la manifestation, comme on les appelle, vendent des formations pour apprendre à manifester l'amour ou la richesse pour des sommes qui peuvent monter jusqu'à 888 $. Le bonheur, mais sur facture. Et cette marchandisation du bien-être n'est pas sans danger. Parfois, cette quête de la meilleure version de soi-même peut même conduire à des dérives beaucoup plus sombres. C'est exactement ce qu'a exploré le podcast d'investigation Le Piège. Il s'est intéressé à un séminaire de développement personnel très en vogue en Belgique francophone et il a révélé une mécanique bien rodée qui peut se révéler destructrice pour certains participants. Les témoignages qui ont été recueillis sont assez édifiants. On y parle d'endettement, d'humiliation publique qui seraient utilisés comme des outils de transformation, de harcèlement et même d'un véritable système d'emprise psychologique. La question se pose alors: où s'arrête la quête d'introspection et où commence l'endoctrinement? Alors, est-ce qu'il faut tout jeter? Pas nécessairement. L'idée n'est pas de rejeter en bloc le bien-être, mais peut-être de le repenser, de lui donner une dimension plus politique. Cette citation de Zineb Farasi, elle est absolument fondamentale.
Elle nous rappelle que les véritables avancées, le bien-être collectif, l'accès à des soins de qualité ou à une bonne éducation, ne sont pas le fruit du développement personnel de chacun. Non, ils sont le résultat de luttes sociales, d'actions collectives. Et l'un ne peut pas remplacer l'autre. Finalement, la question qu'on peut se poser, c'est celle-ci. Est-ce que le bien-être est une fin en soi, une sorte de bulle pour mieux supporter un système qui ne fonctionne pas? Ou est-ce que ça peut être un outil pour se ressourcer, pour retrouver l'énergie de s'engager collectivement afin de changer ce système? C'est une réflexion à méditer.